Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite et fin du chapitre de thermodynamique numéro 2 sur le premier principe et les bilans d'énergie. Alors, on va faire un bilan de ce qu'on a vu pour l'instant et ensuite on va essayer de construire les nouvelles notions. Alors, ce qu'on a vu pour l'instant. Donc, il existe une fonction d'état appelée énergie interne qui permet de décrire l'état microscopique d'un système au niveau de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. On a vu que les échanges d'énergie entre un système et l'extérieur était dirigé par des termes d'échange, le travail, qui pouvait être travail de force de pression ou travail électrique, travail mécanique, etc., ou l'échange de chaleur qui peut se faire par rayonnement, conduction, convection. Pour l'instant, ce qu'on a pu étudier, c'est des systèmes qui sont des systèmes monophasés. Donc un solide, un liquide ou un gaz. Et on a vu que quand les transformations se passaient à volume constant ou qu'on avait une relation simple avec le volume, on pouvait utiliser la fonction d'état énergie interne de manière très facile. Alors on va voir que parfois, il est préférable d'utiliser une autre grandeur que l'on appelle l'enthalpie. Et ici, l'objectif, ça va être d'introduire cette grandeur et de voir dans quel contexte l'utiliser, et finalement pourquoi est-ce qu'on a intérêt à l'utiliser dans certaines situations spécifiques. Alors, on va commencer par définir cette grandeur. Donc, ce qu'on appelle enthalpie H, c'est la somme de l'énergie interne U et du produit PV. Et donc, ça s'exprime en unité SI, en joules, c'est une énergie. C'est une fonction d'état, donc une fonction des variables pression, température, volume, etc. Et c'est quelque chose d'extensif. On sait que U est extensive, et on sait que le produit PV va être extensif. Alors, on sait par exemple pour un gaz parfait que PV vaut N fois R fois T. Donc N extensif. Donc si on réunit deux gaz parfaits à la même température, eh bien le produit PV, ça va donner N1 plus N2, entre parenthèses, fois R fois T. Alors, à partir de là, on peut définir une autre grandeur extensive, de la même manière qu'on a défini la capacité thermique à volume constant à propos de l'énergie interne. Ici, on va définir la capacité thermique à pression constante d'un système. Et donc, ce sera d rond H sur d rond T à pression constante. Alors, Cp, c'est une grandeur extensive qui va s'exprimer en joules par Kelvin. Et donc, ici, H, de la même manière que U est une fonction privilégiée de la température et du volume, H est une fonction privilégiée de la température et de la pression. Donc ça, c'est le résultat que je vais vous demander d'admettre, car la démonstration dépasse un petit peu le cadre du programme. Donc ici, H, c'est une fonction particulière de T et P pour un système fermé. Donc pour un système fermé, l'avantage, c'est qu'on fixe la quantité de matière. Et donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que dH, une variation infinitésimale de H, ce sera d rond H sur d rond T à pression constante dt plus d rond H sur d rond T, d rond P à température constante d de P. Donc là, qu'est-ce qu'on identifie? On identifie ici ce qu'on appelle le coefficient Cp, la capacité thermique du système à pression constante. Et donc, on peut voir instantanément ici que si H n'est une fonction que de T, on va pouvoir écrire que dH vaut Cp dt. Donc là, on a une nouvelle grandeur, H égale U plus PV, appelée enthalpie, qui a la dimension d'une énergie qui est extensive et à laquelle on associe une capacité thermique à pression constante dans la mesure où H est une fonction des variables T et P pour un système fermé, c'est-à-dire un système dont la quantité de matière est constante. Alors, à partir de là, on peut définir des grandeurs intensives. Les capacités thermiques soit
capacité thermique massique, soit capacité thermique molaire. Alors la capacité thermique molaire à pression constante, ce sera la capacité thermique à pression constante sur la quantité de matière, qui sera exprimée en joules par Kelvin par mol. Et Cp minuscule, ce sera Cp majuscule sur M, exprimé en joules par Kelvin par kilogramme. Donc ici, de la même manière que précédemment, on avait vu que les grandeurs massiques et molaires pour Cv étaient des grandeurs tabulées, eh bien on va trouver les valeurs de Cpm et Cp dans des tables thermodynamiques. Donc l'intérêt de ces grandeurs, c'est que c'est des valeurs tabulées, donc des grandeurs que l'on va facilement retrouver dans les énoncés. Alors, l'interprétation physique de Cp, évidemment, ce sera la variation d'enthalpie par unité de température pour un système. Donc, plus généralement, ça va être la variation d'enthalpie associée à une variation de la température de 1 Kelvin. Alors, lorsqu'on a affaire à des gaz parfaits, il y a une relation très simple que l'on peut trouver entre Cp et Cv. Cette relation, c'est Cp massique moins Cv massique vaut R, qu'on appelle la relation de Mayer. Donc ça, c'est une relation relativement importante. Et autre grandeur que l'on va définir assez rapidement aussi, c'est le coefficient dit coefficient adiabatique gamma, tel que gamma vaut le rapport de Cpm sur Cvm. Alors, à partir de là, on peut faire quelques utilisations spécifiques de ces coefficients. Alors, déjà, on peut commencer par démontrer la relation de Mayer. Alors, ici, on sait que l'enthalpie H vaut l'énergie interne U plus P fois V. Et donc, pour un gaz parfait, alors ça c'est valable uniquement pour un gaz parfait, ça vaut U plus N fois R fois T. Donc, si on dérive H par rapport à la température, eh bien, on va avoir la dérivée partielle de U par rapport à la température, plus dérivée par rapport à T de nRT. Donc il va nous rester nR. Ensuite, on passe aux grandeurs molaires. On divise tout par N. Donc ici, on va avoir 1 sur N d rond H sur d rond T, qui vaudra 1 sur N d rond U sur d rond T, plus R. On identifie ici 1 sur N d rond U sur d rond T, qui va donner Cv molaire, 1 sur N d rond H sur d rond T, qui vaudra Cp molaire. Et donc on va bien obtenir que Cpm moins Cvm égale à R. Donc là on a démontré la relation de Mayer. Alors, cette relation, elle va avoir un intérêt assez énorme. Elle va nous permettre derrière d'exprimer les capacités thermiques en fonction du coefficient adiabatique gamma défini préalablement et de R. Alors comment on va se débrouiller? Ici,
on sait que l'on va résoudre en quelque sorte un système de deux équations avec deux inconnus. CPM moins CVM égale R, et CPM sur CVM égale gamma. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir que CPM vaut gamma CVM. Donc, on va obtenir que gamma moins 1 fois CVM vaut R. Avec toujours gamma égale CPM sur CVM. Donc là, très rapidement, on va obtenir que la capacité thermique molaire à pression constante vaut gamma fois R sur gamma moins 1, et que la capacité thermique molaire à volume constant vaut R sur gamma moins 1. Donc ces résultats sont des résultats valides pour des gaz parfaits. Il faut faire attention, ce n'est absolument pas des résultats généraux. Donc c'est valable pour des gaz parfaits. Je ne vais pas l'écrire. Valable pour des gaz parfaits. Et donc ici, vous voyez que finalement, trouver une capacité thermique molaire à pression constante ou une capacité thermique molaire à volume constant pour un gaz parfait, eh bien ça revient à connaître simplement la valeur du coefficient gamma. Alors le coefficient qu'on appelle coefficient adiabatique gamma. Pour un gaz parfait, la connaissance du coefficient adiabatique gamma suffit. Et oui, tout est contenu là-dedans. La capacité thermique à pression molaire à pression constante, ou la capacité thermique molaire à volume constant. Alors, on va maintenant aller un tout petit peu plus loin et essayer de voir ce qui va se passer pour un gaz parfait monoatomique ou diatomique. Alors, ici, un gaz parfait monoatomique, on sait que CVM vaut 3,5 de R. Donc CPM vaut 5,5 de R. Simplement CPM c'est 3,5 de R plus R. Et donc gamma vaut 5 tiers. Pour un gaz parfait diatomique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici je vais simplement avoir CVM qui vaut 5,5 de R, CPM qui vaut 7,5 de R, 5,5 plus 1, et donc gamma qui vaut 7 cinquièmes, soit 1,4. Alors cette valeur-là, vous allez la croiser très souvent en exercice, parce que l'air, constitué principalement de diazote dans l'ordre et dioxygène, 20%, 80%, et un gaz parfait, diatomique. Et donc là, vous voyez, 5 tiers, ici, on est à un petit peu plus. 5 tiers, on va le rapprocher, ça nous fait 1,67. Et donc ici, on sait une chose, on sait que plus on augmente le nombre d'atomes, plus CPM sur CVM va s'approcher de 1. Le coefficient gamma sera a priori toujours supérieur à 1. Pour les gaz, hop. Et il va s'approcher de 1 à mesure que le nombre de degrés de liberté augmente. Pourquoi? C'est relativement simple. Parce que la différence CPM moins CVM reste stabilisée sur R. Donc plus CVM est important, plus
la différence de R relativement au coefficient CPM ou CVM va être petite. Donc voilà comment on peut très rapidement retrouver eh bien, les capacités thermiques à volume ou à pression constante pour un gaz parfait. Donc ici, retenez ce résultat plus que ce qui a été annoncé au début, les considérations sur les degrés de liberté. En effet, dans les exercices, dans les énoncés, bien souvent, ce qui vous sera donné, c'est le coefficient gamma. Donc il faut apprendre à jongler avec les deux. Vous aurez à peu près un quart des énoncés où on va vous dire gaz parfait mono ou diatomique, et trois quarts des énoncés où on va vous donner directement un coefficient gamma. Et donc à partir de là, vous voyez que si on vous donne un coefficient gamma, en réalité, vous pouvez savoir si les molécules constituant le gaz sont des molécules diatomiques, triatomiques, ou si c'est simplement des atomes. Autrement dit, si on a un gaz monoatomique. Alors, à partir de là, eh bien, on a une chose supplémentaire. La seconde loi de Joule nous dit que l'enthalpie molaire d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Hm est une fonction unique de T. Alors, d'où est-ce que ça vient ceci? Eh bien, là, c'est pas forcément très compliqué à justifier. On dit que Hm, c'est H sur N. Donc ce sera U sur N plus PV sur N. Alors, maintenant, on va exprimer chaque terme. On sait que H molaire, donc ce sera U molaire, plus, avec la loi des gaz parfaits, PV sur N, qui vaudra R fois T. D'après la première loi de Joule, UM est une fonction unique de T pour un gaz parfait, et R fois T est aussi une fonction unique de T. Donc dans la mesure où l'enthalpie molaire d'un gaz parfait vaut l'énergie interne molaire plus R fois T, il est logique de retrouver ici une fonction unique de la température. Alors les conséquences donc pour les gaz parfaits mono et diatomiques, c'est que H molaire vaudra 5,5 de RT, là où U molaire valait 3,5 de RT. Et pour les gaz diatomiques, Hm vaut 7,5 de RT, là où UM valait 5,5 de RT. Donc simplement, ce qu'on fait pour passer de U molaire à H molaire, eh bien, c'est qu'on additionne RT. Comme si on gagnait en quelque sorte 2 degrés de liberté. Voilà. Alors, ici, donc pour une phase condensée idéale, là ça devient un petit peu plus subtil. Maintenant, on ne travaille plus à volume constant, on travaille à pression constante, si on veut. Alors, ici, on ne pourra pas négliger les interactions microscopiques, c'est évident. On a une phase condensée, les entités sont quasiment en train de se toucher, il n'est pas possible de faire l'hypothèse du modèle du gaz parfait, des particules sans interaction. Alors par contre, ce qu'on va pouvoir dire très rapidement, c'est que la différentielle de H, c'est la différentielle de U plus PV, qui vaudra DU plus PD de V plus V D de P. Alors, dans le cas où on a une phase condensée idéale, évidemment, D de V s'annule. Et donc ici, il va nous rester un terme qui va poser problème. C'est le terme en VD de P ici. Alors le terme en VD de P, eh bien, on sait une chose, c'est qu'il va être très petit.
devant du. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que ici, si on a des pressions standards, les volumes des phases condensées sont à peu près 1000 fois plus petits que ceux des gaz. Or, du, ici, une variation élémentaire d'énergie interne, que ce soit pour un gaz parfait ou une phase condensée, l'ordre de grandeur va rester stable. Donc si on a du qui est voisin de PDV pour un gaz parfait, ou VDP pour un gaz parfait, eh bien ici on a du qui devient très grand devant VDP pour une phase condensée. Donc là, ça n'est pas une égalité stricte si vous voulez, c'est un raisonnement sur les ordres de grandeur qui nous amène que le terme VDP pour une phase condensée idéale est très petit devant du, car pour une même variation de pression que celle qu'on observerait pour un gaz parfait, le volume ici est 1000 fois plus faible. Donc on a perdu 3 ordres de grandeur sur le terme VDP par rapport au terme obtenu pour un gaz parfait. Donc on va dire à 3 chiffres significatifs près, on peut dire que pour une phase condensée idéale, dH vaut à peu près du, et donc la conséquence directe de ceci, c'est que Cp molaire vaudra Cv molaire, et donc on va souvent avoir une seule notation, C molaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de capacité thermique à pression ou à volume constant. Pour une phase condensée, on va parler de capacité thermique et point. On va noter ça grand C. Donc retenez ici que le modèle de la phase condensée idéale va imposer le fait que dH vaut à peu près du. Donc ici, on va pouvoir maintenant se doter d'un premier principe qui va refléter non plus la variation de U, mais la variation de H. Alors, le premier principe qui va refléter la variation de H va être formulé pour une transformation monobar. Alors ça, c'est important. Ce ne sera pas un premier principe général, mais un premier principe qui va bien marcher si la pression extérieure est fixée. Et donc ici, on va avoir en forme intégrale delta EC plus delta H qui vaudra le travail utile plus Q. Alors le travail utile, qu'est-ce que c'est? C'est le travail des forces autres que celui des forces de pression. Et donc, comme pour le premier principe relatif à U, on va avoir une forme intégrale et une forme locale disponible. Et donc, on retient là encore que les termes d'échange ont des statuts et donc des noms différents. Et le petit delta devant est là pour en témoigner, par rapport aux fonctions d'état. Donc ici, je vais au départ établir ce second principe, et puis je vais ensuite commencer à essayer de le faire tourner, de le mettre en application dans certains contextes. Alors hop, je baisse un petit peu de démonstration pour que ce soit plus aéré. Alors la démonstration, d'où est-ce qu'on part? Eh bien on part du premier principe. Pour un système fermé, ici, il existe une fonction d'état U telle que delta EC plus delta U vaut W plus
Q. Alors W, je vais le scinder, ou même je vais passer en forme infinitésimale au départ, DEC plus DU vaut petit delta W, que je vais scinder en deux. Petit delta W des forces de pression, plus petit delta W utile, plus petit delta Q. Alors, delta W des forces de pression, je sais que c'est moins Pxt d de V. Alors, ici, à partir du premier principe, je peux passer Pxt d de V de l'autre côté. Donc je vais dire à ce moment-là que DEC plus DU plus Pxt d de V égale delta W utile plus petit delta Q. Alors, là j'arrive à une formulation alternative du premier principe. Première étape de la démonstration. Deuxième étape de la démonstration, je vais m'intéresser à la différentielle de H. dH, je sais que c'est DU plus VdP plus PD de V. Alors, maintenant, je vais travailler sur une transformation isobare. Alors, si j'ai une transformation isobare, je sais que d de P vaut 0. Et je sais une deuxième chose, je sais que si j'ai équilibre à l'état initial et à l'état final, je vais avoir P égale Pxt. Donc pour une transformation isobare, je vais simplement écrire que donc l'hypothèse isobare est ici, et ça va me permettre de supprimer ce terme-là. Je vais avoir dH égale du plus PdV. Donc avec P égale Pxt, je vais finir par écrire que DEC plus DU plus PdV égale petit delta WU plus petit delta Q. Je vais le laisser en bas. Bon. Parfois vous allez croiser des notations où il est en haut, mais ici je vais garder une certaine uniformité de notation. Et DU plus PDV, on voit que c'est petit DH directement. Donc dans le cas d'une transformation isobare, l'hypothèse nous amène directement le résultat. Donc en retenant qu'on a un état d'équilibre avec l'extérieur à l'état initial et à l'état final. A minima, on peut aussi avoir une succession d'états d'équilibre. Alors, derrière, dans le cas d'une transformation monobare, qui est le cadre le plus général, alors là, la démonstration est plus compliquée et un petit peu plus subtile. Vous allez devoir admettre une chose, parce que ici, il faut vraiment rentrer dans de la thermodynamique très très fine pour faire les choses proprement. On va admettre au fait que du plus P extérieur d de V vaut dH, à peu près. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire le premier principe pour une transformation monobare que l'on a au-dessus. Donc, autrement dit que si pour tout système fermé évoluant entre deux états d'équilibre, il existe une fonction d'état appelée enthalpie H extensive, telle que la variation d'enthalpie plus la variation d'énergie cinétique vaut le travail utile plus la chaleur échangée entre le système et l'extérieur. Donc là, voilà, la dernière étape de la démonstration, comme je vous dis, il faudrait, si on voulait faire les choses complètement proprement, rajouter beaucoup de considérations assez techniques sur les définitions de l'état d'équilibre, pourquoi on peut assimiler Px à P, pourquoi le fait de l'assimiler à l'état initial et à l'état final ça suffit. Mais tout ça dépasse assez fortement le cadre du cours qui est ici une sorte d'introduction aux lois de la thermodynamique et à leur utilisation.
Donc, et puis en première lecture, on va dire, ce point-là, passage de isobar à monobar, noirait un peu le message plus qu'autre chose. Donc peut-être qu'en deuxième année, vous aurez un retour plus précis là-dessus. Pour la première année, je vais vous demander d'admettre ce résultat. Alors, l'intérêt de l'enthalpie, quel est-il? Eh bien, si on a un système qui ne reçoit pas d'autre travail que celui des forces de pression, autrement dit, si on a le travail utile qui est nul, eh bien, à ce moment-là, on va avoir delta H qui vaut Q dans le cas d'une transformation monobar. Et là, tout de suite, il y a une chose qui fait tilt, c'est que on a vu que on avait, si le travail des forces de pression était nul, en gros, delta U égale Q pour une transformation isocore. La transformation isocore, voilà, si WU vaut 0, delta U vaut Q. Pour une transformation monobar, delta H vaut Q. Et là, on se dit qu'il existe des classes de transformation dans lesquelles le volume varie, mais qui se passent très souvent sous une pression constante. C'est les changements d'état. Les changements d'état voient forcément le volume varier. Quand on passe du solide au liquide, on modifie la distance entre les entités, un petit peu. Et on modifie surtout la manière dont les entités se fixent les unes par rapport aux autres. Quand on passe du liquide ou du solide au gaz, la distance relative entre les entités varie beaucoup. Et donc ici, on peut se dire instantanément que H va être une grandeur très bien adaptée pour étudier les changements d'état. Alors on voit qu'avec H, finalement, ce qu'on est en train de faire, on est en train de cacher le travail des forces de pression dans la fonction d'état. Et donc ici, on va quelque part pouvoir travailler en bloc sur une grandeur énergétique qui prend en compte les variations de volume, chose que ne fait pas U. Et donc H est vraiment la grandeur de choix dès qu'on a des changements d'état, changements de phase. Alors, justement, on va se proposer maintenant d'étudier les systèmes diphasés. Et on va considérer un système constitué d'un corps pur sous deux phases différentes, notées 1 et 2. Alors 1 et 2, ça peut être solide, liquide ou gaz, évidemment. Et donc on va noter X1 le titre de la phase 1, titre massif, X2 le titre de la phase 2. Titre massique ou molaire, si on a affaire à un corps pur, c'est la même chose. Et donc ici, eh bien, l'extensivité de l'enthalpie va nous permettre de définir pour un système diphasé que H d'un système, c'est l'enthalpie du premier sous-système plus l'enthalpie du deuxième sous-système, qui vaudra N1 fois H molaire du système 1 plus N2 fois H molaire du système 2. Alors, ce qui va être très intéressant ici, c'est que très rapidement, on va pouvoir travailler avec les titres molaires ou massiques. En effet, l'enthalpie molaire, qui vaut H sur la quantité de matière, eh bien, on voit que ça va nous donner N1 sur N fois HM1, donc X1 HM1, plus N2 sur N, X2 HM2, à condition que N soit égal à N1 plus N2. Donc ici, l'extensivité de l'enthalpie nous amène la définition de l'enthalpie molaire en fonction de l'enthalpie molaire de la phase 2 pure et de l'enthalpie molaire de la phase 1 pure. Et donc si on travaille de cette manière avec les grandeurs molaires, on peut également le faire avec les grandeurs massiques. Petit h massique vaudra aussi petit x1 fois h massique de 1
plus petit x2 fois h massique de la phase 2. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la connaissance de l'extensivité nous permet d'avoir une expression très simple de l'enthalpie d'un massique ou molaire d'un système en fonction de sa composition. Avec ici m qui vaudra petit m1 plus petit m2. Et donc on rappelle que x, les titres ici, si on a un corps pur, on va avoir x1 qui vaudra soit n1 sur la quantité de matière totale, qui vaudra aussi petit m1 sur la masse totale. Même chose pour x2. Alors, à partir de là, on va retrouver le théorème ou la règle des moments qu'on a déjà établi précédemment. En effet, si on veut définir l'enthalpie d'un système diphasé, on sait que l'extensivité de H nous amène que H donc vaut H1 plus H2, ce qui fait la masse M1 fois H1 molaire plus la masse petit m2 fois H2 molaire, qui vaut aussi petit m fois H, j'ai dit molaire, petit m1 fois H massique plus petit m2 fois petit H massique, qui vaut petit m fois H massique. La définition du titre impose ici que x1 vaut m1 sur petit m, x2 vaut m2 sur petit m, avec 1 qui vaut x1 plus x2. Donc là, on va en déduire très rapidement que petit h vaut x1 h1 plus x2 h2, et également avec 1 égale x1 plus x2, donc en combinant ces deux équations-là, on va obtenir très rapidement que petit h, l'enthalpie massique, ça vaudra x2 fois h2 moins h1 plus h1. Donc ici, si on veut obtenir x2, on va avoir x2 qui vaudra h moins h1 sur h2 moins h1. Vous voyez, la règle des moments qu'on avait établie pour les volumes massiques, on la retrouve encore ici pour des grandeurs intensives. Au fait, toute grandeur intensive obtenue à partir d'une grandeur extensive, bon, par exemple, on peut penser à toutes les grandeurs massiques ou molaires, va vérifier le théorème des moments. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que x2 vaut 1 si petit h massique vaut h2 et que x2 vaut 0 si petit h massique vaut h1. Autrement dit, si 100% du système nous donne une enthalpie massique de h1, 0% du système est sous la phase 2. Si 100% du système nous donne une enthalpie massique de h2, eh bien petit h vaudra h2 et 100% du système est sous cette formule. Alors, derrière, ce qui va être très intéressant ici, c'est que si on a des systèmes diphasés, on va envisager des changements d'état, c'est-à-dire des bascules depuis l'état liquide vers l'état gazeux, depuis l'état solide vers l'état liquide, des fusions, des sublimations, etc. Et donc, on va obtenir des grandeurs tabulées qui vont être des grandeurs liées au changement d'état. Alors, dans les énoncés, dans les tables thermodynamiques, on va avoir soit des grandeurs molaires qui vont être fournies, soit des grandeurs massiques. Donc ici, par exemple, si on va passer de l'état 1 à l'état 2,
eh bien, on va avoir le changement d'état de 1 à 2 qui va être associé à une variation de l'enthalpie molaire qui vaudra HM2 moins HM1 et qui vaudra donc, parfois c'est noté, grand L petit m pour aller de 1 à 2. Et donc, dans les tables thermodynamiques, on va nous donner cette valeur-là. Cette valeur-là, qui va être exprimée en joules par mol, eh bien, ça va représenter la variation d'enthalpie d'une mole du système lorsqu'il passe de l'état 1 à l'état 2. Et si on peut l'avoir en molaire, on peut aussi l'avoir en massique. Et donc, on aura la variation d'enthalpie massique pour aller de 1 à 2, qui vaudra l'enthalpie massique de la phase 2 moins l'enthalpie massique de la phase 1, que l'on va souvent trouver noté petit l pour aller de 1 à 2. Alors, la nouvelle notation, c'est l'enthalpie massique de changement d'état. La vieille notation, c'est la chaleur latente massique. Parfois, elle n'est même plus notée massique. Chaleur latente de changement d'état, petit l. Donc, dans les tables, quand vous voyez L associé à un changement d'état, dites-vous que c'est une enthalpie massique de changement d'état. Et donc, là, eh bien, sur les changements d'état, on va avoir plusieurs possibilités. En général, ce qui va être fourni, c'est les enthalpies massiques de changement d'état associées à de la création de désordre. Alors, qu'est-ce qui va créer du désordre? Eh bien, on va avoir la sublimation, le passage du solide au gaz. À ce moment-là, on va fournir delta sublimation de H. Et on va nous dire qu'il nous faut tant de joules par kilogramme pour sublimer un corps pur sous une température donnée. On va nous fournir assez souvent le passage du liquide au gaz. Et donc là, on va nous donner un delta H de vaporisation, ou autrement dit un L sub pour L sublimation, L vap ici pour L de vaporisation. Dernier état que l'on peut croiser, enfin dernier changement d'état que l'on peut croiser, qui crée du désordre, le passage du solide au liquide, qui va nous donner un delta de fusion, ou une chaleur latente de fusion. Et donc ici, à chaque fois dans les énoncés, on verra apparaître des données qui vont être des quantités d'énergie à fournir à 1 kg du corps pur sous une phase donnée à une température donnée pour que le changement d'état se fasse de manière totale. Et donc, si jamais on veut le passage, non plus du solide au gaz, mais du gaz au solide, eh bien ici, on veut créer une condensation. Et évidemment, la variation d'énergie associée à la condensation est l'opposé de la variation d'énergie associée à la sublimation. Même chose ici pour la liquéfaction, ou ici pour la solidification. Donc vous voyez finalement que pour un corps pur donné, il suffit d'avoir 1, 2, 3 données pour connaître les énergies nécessaires à la réalisation des 6 changements d'état possibles. Et alors là, on donne quelques ordres de grandeur pour que vous fixiez les idées. Alors, on a en gros, pour les fusions, une centaine de kilojoules par kilogramme. Pour les vaporisations, un millier de kilojoules par kilogramme. Alors, d'où vient la différence d'ordre de grandeur ici, donc qui est donnée pour l'eau? Ça vient du fait que dans un cas, on ne casse pas complètement les liaisons de Van der Waals, on va juste les affaiblir un petit peu. Liaison hydrogène de Van der Waals pour l'eau affaiblie. C'est-à-dire qu'elles existent encore et qu'elles permettent encore de fixer la distance entre deux entités.
Et ici, les liaisons sont littéralement cassées. Donc ça coûte plus d'énergie de casser complètement des liaisons de Van der Waals que de simplement les affaiblir pour permettre aux entités de bouger les unes par rapport aux autres. Alors, à partir de là, eh bien, on peut très simplement calculer la variation d'enthalpie lorsqu'un système passe d'un état à un autre. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, de manière très simple. La variation d'enthalpie associée à un changement d'état, ce sera la masse du système fois le titre massique final en phase 2 moins le titre massique initial en phase 2 fois l'enthalpie nécessaire massique pour aller de 1 à 2. Donc ça, c'est un résultat qu'on retrouve très simplement à partir de toutes les définitions données préalablement. L'objectif va être maintenant de faire tourner toutes les propriétés que l'on a établies ici sur différents exemples pour que vous voyez un petit peu comment toutes ces notions se mettent en œuvre dans un contexte particulier. On va commencer sur des exemples simples et on va complexifier un petit peu la chose au fur et à mesure. Alors, le premier cas qu'on va considérer, c'est un cas où on a fusion de la glace. Donc ici, vous voyez bien que les transformations ne seront plus jamais isochores parce qu'on a des changements d'état. Et donc, on va, dans une poche à glace, avoir un système constitué, donc on sait qu'il est fermé, poche à glace, constitué d'une masse 500 g d'eau avec un mélange de liquide et de solide, autrement dit de glace. La transformation telle qu'on nous la donne va vérifier plusieurs propriétés. Alors, ici on nous dit dans une poche à glace, donc ce sera au contact de l'air extérieur. Donc on sait que la transformation sera monobar, sous la pression atmosphérique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit un petit peu plus tard. On nous demande la valeur maximale du transfert thermique qu'elle peut recevoir tout en restant à la température T égale 273 Kelvin d'équilibre eau-glace à la pression atmosphérique. Donc en plus de l'hypothèse monobar, on aura l'hypothèse isotherme qui sera vérifiée. Alors, ici, l'état initial du système. Donc l'état initial du système, on sait que ce sera un système à la température, enfin à la pression P atmosphérique, la température T, et le titre initial, ce sera le titre XL donné dans l'énoncé. Alors si on demande, ici il faut bien lire l'énoncé, la valeur maximale du transfert thermique que le système peut recevoir. Donc ici, si le système reçoit du transfert thermique, ça veut dire que l'énergie thermique est reçue depuis l'extérieur. Ça veut dire, ici, que l'on a donc fait fondre de la glace. Et donc, si on a fait fondre de la glace, eh bien, on sait que le titre massique en liquide final, voilà, on a un titre massique de 0,2 en liquide, le titre massique final en liquide vaudra 1. En effet, si on a reçu le transfert thermique maximal, c'est qu'on a fait fondre toute la glace présente. Donc on sera toujours à la pression atmosphérique, à la température T, et on aura XLF égale 1. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient à la fin ce qu'on appelle du liquide saturant. C'est-à-dire qu'il va contenir uniquement un cristal de glace. Sous la pression atmosphérique. Alors, derrière, ce qu'on va appliquer, eh bien, c'est le premier principe.
Et là, vous voyez, il faut maintenant faire un choix entre H et U. Alors ici, est-ce que la transformation va être plus facile à étudier en utilisant l'énergie interne U, sachant qu'il y a des variations de volume et qu'on n'a aucune information là-dessus? Eh bien non. Donc là, on sait qu'on va devoir utiliser le premier principe sur une transformation monobar. Et donc, ici, eh bien, on va avoir delta H, la variation d'enthalpie au cours de la transformation, qui vaudra le travail utile plus Q. Le travail utile, travail autre que celui des forces de pression, sera nul ici. En effet, on ne précise pas qu'on est en train de comprimer la poche de glace ou d'exercer je ne sais quelle force mécanique dessus. Donc on va finalement obtenir que delta H vaut Q tout court. Derrière, il va nous rester à évaluer delta H. Alors delta H ici, ça va être relativement simple. Ce sera la masse de l'échantillon fois le titre final en liquide moins le titre initial en liquide fois l'enthalpie massique de fusion de la glace. Il nous reste à faire l'application numérique, sachant que précédemment, dans le polycopier, on avait delta fuse H pour l'eau qui était donné. Donc ici, on trouve Q qui vaudra 134 kJ. Donc ça, c'est le transfert thermique maximal que peut recevoir une poche de glace qui contient au départ 20% de liquide et à l'arrivée 100% de liquide, tout en restant à 273 Kelvin. Alors là, on a étudié un premier changement d'état, on va en étudier un second. Donc ici, on va étudier la vaporisation. Et on va nous demander ici de ce qui se passe lorsqu'on vaporise de manière isotherme et isobar sous une pression de 2 bars et une température de 393 Kelvin, une masse M égale 10 kg d'eau liquide. On nous demande le transfert thermique à apporter, le travail des forces de pression, et on va essayer de commenter le signe de celui-ci, et d'estimer le rendement de la transformation. Donc, le rendement, qu'est-ce qu'on entend par là? On aura fourni un transfert thermique au système, et on aura récupéré un travail. Et on va essayer de voir si la récupération de travail de force de pression grâce à un changement d'état est quelque chose de très rentable énergétiquement. Alors, le système que l'on étudie, ce sera un système fermé constitué d'eau. Et donc ici, on a dit une masse M qui vaudra 10 kg. Et donc, on sait qu'on va avoir affaire à un mélange liquide-vapeur. Alors, au départ, on a uniquement de l'eau liquide, donc la transformation ici. Ça va être un changement d'état. Donc, qui va être isotherme et isobar. Alors, à l'état initial, on va avoir de l'eau liquide sous la pression P et la température T, avec un titre en vapeur qui vaut 0. Et on peut dire un volume initial qui vaudra M fois le volume massique du liquide. À l'état final, on va avoir de l'eau uniquement sous forme de vapeur, toujours à la pression P, température T, un titre de vapeur qui vaudra 1 et un volume final qui vaudra la masse fois le volume massique de la vapeur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Première question, on nous demande de trouver le transfert thermique apporté. Donc là, on sait qu'on va devoir utiliser le premier principe. Et la transformation, au fait, est une transformation isobar.
Donc qui dit isobar dit forcément monobar. La pression extérieure sera égale à la pression du système à tout instant. Donc on va pouvoir utiliser le premier principe, donc pour la transformation isobar étudiée, dans lequel delta H va valoir le travail utile plus Q. Le travail utile, on sait qu'il sera nul ici. La variation d'énergie cinétique, pareil, hein, je ne l'ai pas prise en compte parce que je sais que le système ici n'est pas particulièrement mis en mouvement. Donc on va avoir encore une fois delta H qui vaut Q. Alors, ici, on sait qu'on vaporise l'eau. Donc, ce qui va se passer, c'est que delta H vaudra la masse du système fois l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau fois, ici, 1 moins 0, la variation de titre massique en vapeur du système. Donc on obtient Q qui vaudra M fois delta vap petit h. Cette donnée est présente un petit peu plus tôt dans le polycopier. Et donc on va obtenir Q qui vaut 2,68 fois 10 puissance 7 joules. Donc là, de manière très logique, on trouve une quantité d'énergie thermique supérieure à 0. On doit apporter de l'énergie thermique pour réussir à vaporiser de l'eau. Alors, maintenant, il nous reste à estimer le travail des forces de pression et à essayer d'estimer ce qu'on appelle le rendement. Alors, pour estimer le travail des forces de pression, eh bien, on va revenir à la définition de ce qu'est le travail des forces de pression. À savoir, moins l'intégrale de la pression extérieure fois d de V du volume initial au volume final. On a dit que le volume initial, c'était M fois le volume massique du liquide, le volume final, petit m fois le volume massique de la vapeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un travail des forces de pression qui va valoir la pression extérieure P, qui est aussi la pression du système, fois le volume initial, moins le volume final. Donc là, très simplement, on va obtenir que le travail des forces de pression, eh bien, ce sera P fois la masse, fois le volume massique du liquide, moins le volume massique de la vapeur. Alors, en effectuant l'application numérique ici, j'obtiens le travail des forces de pression qui va être égal à moins 1,77 fois 10 puissance 6 joules. Et donc, ce que je peux me dire ici, c'est que si je veux calculer un rendement, eh bien, je vais faire le rapport. Alors, les rendements souvent sont notés état. Je vais faire le rapport de l'énergie que je voulais générer, énergie souhaitée, on peut dire, en valeur absolue, sur l'énergie dépensée. Alors, ce que je souhaitais créer ici, vu le contexte, c'est le travail des forces de pression qui est transmis à l'extérieur. Autrement dit, j'imagine que j'ai créé une sorte de moteur. Eh bien, je vois ici que si j'avais créé un moteur qui crée uniquement du mouvement à l'aide du travail des forces de pression, eh bien, j'aurais créé l'énergie, j'aurais transféré à l'extérieur l'énergie, valeur absolue de WFP. Et j'aurais dépensé Q pour que ce moteur fonctionne. Alors, est-ce que c'est un moteur très performant? Eh bien, on va voir que la réponse est clairement non. Parce que ici, j'obtiens
un rendement qui serait de 6,6%. Donc là, je vois que bon, les machines à vapeur, c'est bien gentil, mais si j'utilise uniquement le travail des forces de pression créées par le changement d'état, il ne se passe pas grand-chose. Alors souvent, ce qui va se passer, c'est que la vapeur va partir dans une conduite, et le mouvement global de vapeur va entraîner une turbine. Et là, on aura quelque chose d'un petit peu plus consistant. On va créer une augmentation locale de la pression en vaporisant du liquide dans une enceinte fermée, dans laquelle la pression va être relativement élevée. Et ensuite, cette augmentation de pression va permettre de pousser sur du gaz contenu dans une conduite relativement fine, on va dire, qui contient un système tournant qui va générer de l'énergie mécanique. Et donc à ce moment-là, on aura un rendement largement meilleur. Bon, c'était une première introduction ici à la notion de rendement. Évidemment, on verra un petit peu plus tard comment on étudie de manière formelle des machines plus performantes. Dernier exemple type que l'on peut croiser. Donc là, c'est les exotypes que l'on appelle les exos de calorimétrie. Alors ici, on va dire que dans un calorimètre, donc on rappelle ce que c'est un calorimètre, hein, c'est une enceinte isolée thermiquement de l'extérieur. Et donc dans cette enceinte isolée thermiquement de l'extérieur, on va introduire eh bien, si on suit la liste de l'énoncé, on introduit 50 g d'eau chaude à 74 degrés Celsius plus un glaçon. Donc ici, le système que l'on va considérer, c'est un système fermé, constitué d'un côté d'eau initialement chaude à 74 degrés Celsius, plus du glaçon. Et on sait qu'à l'état final, eh bien, on va obtenir de l'eau liquide à 38 degrés Celsius. Et il va falloir trouver à partir de là l'enthalpie massique de fusion de l'eau et comparer la valeur tabule. Dans les conditions de l'expérience, la capacité thermique massique de l'eau est donnée à 2,06 kJ par kg par Kelvin. Alors, ici donc, je sais que j'ai un système fermé constitué d'eau liquide plus du glaçon. Donc la transformation, je vais pouvoir en dire deux choses. Donc, j'ai un calorimètre qui est ouvert sur l'extérieur, donc j'ai une transformation qui sera isobare, sous la pression P atmosphérique, elle a lieu en laboratoire, et une transformation adiabatique, c'est-à-dire que le transfert thermique sera nul. À l'état initial, je vais avoir deux sous-systèmes. Je vais avoir de l'eau sous forme solide, une masse ms qui vaudra 19 grammes, à la température Ts qui vaudra moins 18 degrés Celsius. Je vais avoir de l'eau sous forme liquide, une masse m égale 50 grammes, à la température TL qui vaudra 74 degrés Celsius. À l'état final, je veux obtenir uniquement de l'eau liquide, donc il y a équilibre entre les deux phases, à la température TF qui vaudra 38 degrés Celsius. Et donc à partir de là, il va falloir que je trouve l'enthalpie massique de fusion de l'eau et que je compare à la valeur tabule. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ici, je vais appliquer le premier principe. Je sais que la transformation est isobare et je sais que j'ai des variations de volume liées au changement d'état. Donc je sais que je vais devoir travailler prioritairement avec l'enthalpie H. Je sais que delta H pour le système global, ce sera le travail utile, bon, qui est nul ici parce que je n'ai aucune information là-dessus, plus Q, qui vaut aussi 0 parce que j'ai une transformation adiabatique.
Donc je sais que pour le système global, delta H vaut 0. Donc c'est l'intérêt de faire des expériences dans un calorimètre. Donc ici j'ai une transformation adiabatique sans travail utile. Delta H vaut 0. Alors maintenant, je vais réfléchir à une manière d'exprimer d'exprimer proprement delta H. Alors, la variation de H. Alors je sais déjà par extensivité de l'enthalpie que delta H, ce sera delta H du solide plus delta H du liquide. Ça, c'est certain. Ensuite, il va falloir que je trouve ce qu'a accompli le solide pour passer de l'état initial à l'état final, et ce qu'a accompli le liquide initialement à haute température pour passer de l'état initial à l'état final. Donc là, je vais construire un chemin qui va décomposer toutes les transformations pour que je puisse calculer la variation d'enthalpie de manière simple. Alors, ici, je vais me servir du fait que H est une fonction d'état. Donc je sais que je pars d'un état initial où j'ai donc de l'eau liquide à la température TL et de l'eau solide à la température TS. Je sais qu'à l'état final, j'obtiens uniquement de l'eau sous forme liquide, écrire sur les lignes quand même, à la température TF. Et donc je vais me demander ce qui s'est passé pour en arriver là. Alors, première chose que je peux faire, je peux déjà me dire que l'eau liquide initialement à TL est devenue, au cours d'un état intermédiaire, de l'eau liquide à la température TF. Donc là, j'aurai une première variation d'enthalpie. Là, j'ai le delta H global. Dans le même temps, l'eau solide sera, elle, restée à l'identique. Dans le même temps, j'ai pour l'état intermédiaire suivant, l'eau sous forme solide qui est passée de la température du solide à la température de changement d'état. La température ici de fusion, on peut dire 0 degrés Celsius. Donc l'eau sous forme solide sera passée à T0. Puis, cette eau sous forme solide à T0 va devenir de l'eau sous forme liquide à T0. Et enfin, eh bien, l'eau qui était sous forme liquide à T0 va devenir de l'eau sous forme liquide à la température TF. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai décomposé le chemin réel suivi par le système où toutes les transformations ont lieu en même temps, en une suite de transformations fictives. Et donc, si je fais un petit résumé de ce qui s'est passé sur les transformations fictives, eh bien, ici, j'ai l'eau chaude, initialement liquide,
qui passe de TL à TF, je sais calculer ce delta H très simplement. Ensuite, j'ai l'eau solide qui passe de TS, la température de sortie du congélateur, à T0, température où elle va changer d'état. Ensuite, je vais avoir cette même eau solide qui passe sous forme liquide, donc je vais avoir une fusion de l'eau solide. Et ensuite, cette eau solide à T0, cette eau liquide à ce moment-là qui était à T0, passe à la température TF. Et donc chaque variation d'enthalpie ici, je sais la calculer. Et comme H est une fonction d'état, eh bien je sais une chose, je sais que delta H vaudra la somme de tous les delta H individuels. Delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4. Donc là, j'ai utilisé les deux propriétés, le fait que ce soit une fonction d'état et le fait que ce soit extensif. Alors, désolé pour l'écriture, je crois que c'était vraiment pas terrible. Bon. Alors, maintenant, je vais calculer chaque delta H individuellement. Vous voyez, ça va être long, mais ça va pas être trop compliqué non plus. Alors, donc delta H, on sait que c'est. Alors, je vais le noter en rouge même, comme ça, on va respecter le code couleur que je me suis donné. Delta H de la transformation complète, c'est le delta H1. Donc ici, le delta H1, c'est de l'eau liquide. On a dit qu'on avait une masse ml fois capacité thermique de l'eau liquide, donc qui est une valeur connue, qui passe de la température TL à la température TF. Plus l'eau solide qui passe de TS à T0. MS, CS, T0, moins TS. Plus fusion de l'eau solide à la température T0, delta H3. J'aurai MS, delta fuse H pour l'eau. J'ai 100% de la masse d'eau solide MS qui passe de l'état solide à l'état liquide. Plus, pour finir, cette masse qui était initialement solide, qui est devenue liquide, donc qui a pris la capacité thermique massique CL, qui va passer de T0 à TF. Et donc là, en mettant tout bout à bout, j'ai le delta H global. Vous voyez, j'ai utilisé à la fois l'extensivité, c'est-à-dire qu'ici, j'ai le sous-système liquide qui a subi sa transformation dans son coin. Et ici, j'ai le sous-système solide qui aura aussi subi sa propre transformation. Donc là, c'est ce qui était initialement solide qui a subi une transformation que l'on a encore découpée en sous-transformation. Donc là, en fait, il faut être très méthodique face à ce type de questions. En effet, on se dit que l'eau solide passe à la température de changement d'état. Une fois passée à la température de changement d'état, fond. Une fois qu'elle a fondu, on a créé de l'eau liquide qui arrive à la température finale du système. Et donc là, eh bien, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est isoler la grandeur qui nous intéresse. Alors ici, on nous demande de calculer l'enthalpie massique de fusion de l'eau qui est présente ici. Sachant que delta H global, on le connaît, dans un calorimètre, en l'absence de travail utile.
delta H global vaut 0. Donc, là, je vais obtenir que delta fuse H vaut, alors là, on s'accroche parce que le calcul est un peu long, ml sur ms fois capacité thermique massique de l'eau fois T initial du liquide moins T final, plus capacité thermique de la glace, donc du solide, fois température du solide moins température de changement d'état, température de fusion, 0 degré Celsius, plus capacité thermique massique de l'eau liquide, fois T0 moins la température finale. Et donc ici, eh bien, j'ai obtenu la valeur de l'enthalpie massique de fusion sous la pression de 1 bar. J'effectue l'application numérique. Je trouve delta fuse H qui vaut 2 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. Alors, cette valeur, si je la compare à la valeur tabulée, eh bien, je constate l'apparition d'un écart. La valeur tabulée est en effet de 335 kJ par kilogramme. Donc, on sait déjà que l'ordre de grandeur est validé, mais le calcul en lui-même pose problème. Alors, d'où vient le problème? Eh bien, le problème vient du fait que le calorimètre lui-même possède finalement une capacité thermique. Le calorimètre va capter une partie des transferts thermiques. Et donc, ce calorimètre, il faut le prendre en compte dans les mesures. Donc, via ce qu'on appelle sa valeur en eau. Donc ici, en gros, l'ordre de grandeur est validé, mais l'écart relatif reste important. Donc il est assez supérieur à 30%. On voit qu'on a un tiers d'écart relatif, même un peu plus. Et donc ici, on prend en compte ce qu'on appelle la valeur en eau du calorimètre. Et là, c'est une notion assez technique. Au fait, on dit que le calorimètre se comporte comme une masse mu, alors elle est notée mu, cette masse, d'eau liquide, telle que la capacité thermique du calorimètre vaut mu fois la capacité thermique massique de l'eau liquide. Vous voyez, en fait, c'est une masse fictive d'eau que l'on associe au calorimètre. Et cette masse fictive d'eau nous permet de corriger les résultats. Donc souvent, quand on commence une expérience qui nécessite d'utiliser un calorimètre, on commence par déterminer expérimentalement la valeur en eau. Donc ça, ce sera la première expérience à faire, si vous voulez. Dans la mesure où, ici, sinon, on crée une erreur qu'on appelle une erreur systématique. C'est-à-dire une erreur qui sera tout le temps présente et qui va tout le temps tirer les mesures dans le même sens. Et donc là, eh bien, au lieu d'avoir le calcul déjà à rallonge précédent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rajoute un terme correctif lié à la présence du calorimètre. Le terme correctif, ce sera mu fois capacité thermique de l'eau liquide fois, alors on considère que le calorimètre est initialement à la température de l'eau liquide qui a été introduite, TF moins TL. Donc vous voyez, on rajoute ce terme correctif là
au bilan d'enthalpie globale effectué ici. Donc là, ce qu'on pourrait se proposer de faire, c'est, connaissant la valeur de chaleur latente de fusion de l'eau, retrouver la valeur en eau du calorimètre. Donc ici, je vous laisse mener le calcul à bien. Je vous donne simplement la solution. Ici, la valeur en eau du calorimètre de l'expérience décrite est de 17 grammes. Donc, la classe d'exercice, ici, c'est une classe d'exercice très très classique. Et vous voyez qu'il faut bien s'organiser mentalement, dans le raisonnement, pour arriver au bout. Donc, utiliser l'extensivité de h et le fait que h est une fonction d'état pour découper une transformation a priori complexe en plein d'étapes simples, ce qui permet par la suite de calculer de manière très très simple la variation d'enthalpie globale du système. Alors, il faut bien être conscient que tous les états intermédiaires créés ici sont des états fictifs. Les deux seuls états réels, entre guillemets, c'est l'état initial et l'état final. Tous les autres, bon, c'est des états qui, a priori, pourraient exister en théorie, parce que h est une fonction d'état. C'est-à-dire, on rappelle l'idée, que peu importe le chemin suivi, si l'état initial et l'état final sont identiques, n'importe quel chemin suivi me donne exactement la même variation de h. Chose qui n'est évidemment pas vraie pour le transfert thermique Q ou le travail W. Donc, ayant balayé ici un petit peu tous les exercices possibles, je vais vous dire de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire, et je vous annonce la suite, chapitre 3 de thermodynamique, au prochain épisode.